Ici, les hommes sont pratiquement tous chômeurs. Avant, ils avaient des laissez-passer qui leur permettaient de travailler comme journaliers de l'autre côté, en Israël. Mais ce temps-là est fini. Le porte-parole du village, Shubram Kadouche. On ne manque pas de main-d'œuvre. Si on avait de l'argent, on pourrait installer des canalisations au niveau de la source et construire une grosse citerne. Mais ça coûte trop cher. Ici, il n'y a qu'une centaine de maisons et aucune n'a l'eau courante. Avec 35 000 $, on pourrait régler le problème. Mais on ne les a pas. En été, les citernes sont vides. Elles ne suffisent pas pour les habitants, et encore moins pour le bétail. Des canalisations d'eau au pied d'une colline calcaire. À l'aridité des villages palestiniens s'oppose une végétation luxuriante dans les 130 implantations, situées pour la plupart sur des hauteurs. Plus de 150 000 Israéliens, pour beaucoup immigrés d'Europe de l'Est et des États-Unis, vivent dans les fameuses colonies de Cisjordanie, et ils continuent d'affluer. L'État prend en charge l'entretien des routes, l'approvisionnement en eau et en électricité, et il accorde aux colons des crédits avantageux. Pourtant, beaucoup de ces implantations sont illégales, même au regard du droit israélien. Mais ce qui prévaut ici, c'est le droit du plus fort. Shiloh attire surtout des juifs très orthodoxes. Déjà lieu saint à l'époque biblique, il abritait l'Arche d'Alliance vers 1200 avant Jésus-Christ. Beaucoup d'immigrés pauvres réalisent ici leurs rêves, posséder un toit en terre promise, sous un ciel toujours bleu. Ils n'ont aucun contact avec les Palestiniens, bien qu'ils traversent chaque jour leur terre. Mais ils se considèrent chez eux. Nous pensons que cette terre nous appartient depuis les temps les plus reculés. C'est écrit dans la Bible. Cette région, jusqu'à Hébron, c'était le pays de Juda, la terre natale de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. This is the area where our ancient fathers and mothers lived here. Abraham, Yitzhak, Yaakov. This was the place. La deuxième ressource en eau d'Israël, le Yarmouk, vient de Syrie et de Jordanie. Pendant la guerre des 6 jours, les Israéliens ont bombardé les barrages et les ponts. Mais après la victoire, ils ont injecté une partie du fleuve dans leur propre réseau d'approvisionnement. La frontière qui longe le Yarmouk est aujourd'hui l'une des mieux gardées du monde. En dépit du traité de paix signé en 1994 avec la Jordanie, soldats et mitrailleuses sont omniprésentes. Il s'agit moins de garantir la sécurité du pays et de ses habitants que du contrôle de l'eau. Non loin de Capharnaüm se trouve l'écluse de Sapir. Depuis 35 ans, un immense réseau de canalisation part d'ici et traverse la montagne. C'est un peu l'artère vitale d'Israël. L'énorme porte en acier s'ouvre comme par enchantement. Nous pénétrons grâce à ce tunnel dans les profondeurs de la montagne. Il est difficile d'obtenir l'autorisation de filmer ici. Impératif de sécurité. Des soldats en armes gardent la station de pompage, le cœur de l'alimentation en eau israélienne. Si un attentat se produisait ici, la moitié du pays se retrouverait sans eau. Les turbines pompent environ 400 millions de mètres cubes par an, qui iront irriguer la plaine côtière. Après ça, il ne reste plus grand-chose pour les Syriens et les Jordaniens. Peut-on vraiment envisager la paix tant que l'eau sera répartie de façon aussi peu équitable? Of course. לעולים החדשים
La consommation d'eau est en constante augmentation. Nous ne pouvons pas nous permettre d'agir à la légère alors qu'il s'agit d'une ressource rare et précieuse. Il faut tout d'abord repenser l'agriculture qui continue à absorber 2/3 de l'eau. On peut aider les agriculteurs en recyclant et en réutilisant les eaux usées. L'État doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les champs ne soient plus arrosés qu'avec de l'eau recyclée ou de l'eau saumâtre. L'eau potable doit être réservée à l'usage domestique. Si on fait des économies dans tous les domaines, il n'y aura pas de guerre à cause de l'eau. Israël et les territoires palestiniens. L'eau n'y abonde que dans le nord, riche en précipitations. Puis le Haut-Jourdain alimente le lac de Tibériade. À partir de là, un réseau de canaux irrigue toute la plaine côtière et relie Tel Aviv et Jérusalem. 120 lacs artificiels comme celui-ci retiennent les abondantes précipitations de l'hiver en prévision de la sécheresse de l'été. Quant à la répartition de ces trésors, elle est confiée aux responsables du service des eaux. Nous lui demandons s'il n'est pas enfin temps qu'Israël conclue un arrangement avec les Palestiniens. Quel arrangement voulez-vous trouver ? Vous ne pouvez pas demander à Israël de renoncer à des réserves en eau qui garantissent son existence nationale. Ce ne serait pas un arrangement. La seule chose à faire, c'est de produire plus d'eau pour toute la région. Là-dessus, on peut discuter. Dans ce domaine, les pays riches occidentaux pourraient agir en construisant des stations de dessalement d'eau de mer pour les Palestiniens. Ça leur permettrait de produire de l'eau au bord de la Méditerranée et de l'utiliser pour leur propre usage. Mais Israël ne mettra pas son existence en danger en répartissant différemment les réserves d'eau dans la région. Sead et son frère Ahmed n'ont jamais connu autre chose. Ici, l'eau a toujours manqué. Ils vont chercher la ration de la semaine, puisée loin de chez eux avec une carriole tirée par un âne. Dès l'enfance, ils apprennent qu'en pays occupé, tout le monde n'a pas les mêmes droits. L'état d'exception règne sur la ville. Les incessantes opérations de l'armée israélienne ont laissé des traces. Tout est délabré, l'argent manque. On ne peut rien remettre en état. Ce qui fait que la station hydraulique de la vieille ville de Naplouse ne peut plus, et depuis longtemps, assurer la distribution en eau. À El Aroub, l'un des 18 camps de réfugiés, des milliers de personnes vivent autour d'un seul point d'eau. Il appartient au service des eaux israélien, Mekorot, qui fait d'ailleurs payer le prix fort. Le robinet est débloqué le matin et le soir pendant 1 heure. Souvent, le maire Abou Kiran se déplace en personne pour enjoindre les gens à économiser l'eau. « 7000 personnes vivent dans ce camp dans le plus grand dénuement. Les plus âgés ont fui les combats de Hébron pendant la guerre de 1948 et ont vécu des années sous la tente. Aujourd'hui, ils vivent entassés ici, sans eau courante, sans canalisation ni station d'épuration. On voit ici à quel point l'eau peut maintenir tout un peuple en état de dépendance. J'ai 5 enfants, et quand il fait chaud, je les passerai bien sous la douche. Mais on a seulement de quoi prendre 1 douche par semaine. Vous imaginez dans quel état ils sont, les gamins. Le moindre seau d'eau nous coûte cher, et elle n'est même pas propre. J'ai des amibes depuis longtemps, et mes enfants aussi. Récemment, on est tous allés à Hébron pour protester auprès du service des eaux. Mais tout ce qu'ils nous répondent, c'est...
Mohamed Aboudeh est instituteur. Depuis des années, il n'a pas d'eau courante. Pourtant, chaque matin, il va tourner le robinet dans l'espoir qu'il remarche un jour ou l'autre.